The Archies, donc c'est un nouveau film qui vient de sortir sur Netflix. C'est un film indien, donc c'est le premier film non américain qu'on fait dans cette série d'actu streaming, et on espère qu'il ouvrira la voie à de nombreux. C'est réalisé par Zoya Akhtar. Donc Zoya Akhtar, c'est une réalisatrice indienne qui maintenant commence à avoir quand même une bonne carrière. Elle a été scénariste notamment sur un classique du thriller indien qui s'appelle Talash avec Anurag Kashyap. Ensuite, elle a fait plusieurs films remarqués, On ne vit qu'une seule fois en 2011, Gully Boy en 2019. Et elle a aussi réalisé une mini-série qui a bien marché sur Prime Video qui s'appelle Made in Heaven, ce qui explique sans doute pourquoi elle s'est retrouvée à la tête d'une production pour Netflix. Elle est également scénariste du film, avec deux autres scénaristes, notamment Rima Kakti, avec qui elle avait travaillé sur Talash, et aussi Ayesha De Vitre, qui est une scénariste, alors qui a commencé, c'est assez original, elle a commencé comme coiffeuse sur les plateaux de tournage, et elle a réussi finalement à percer en tant que scénariste, et notamment elle a travaillé sur un film indien qui avait bien marché qui s'appelait Kapoor and Sons. À la photographie, nous avons un non-indien, puisqu'il s'appelle Nikos Andritsakis. Alors j'ai pas la preuve absolue qu'il soit grec, mais avec un nom comme ça, il y a quand même de fortes chances, et il avait déjà travaillé sur Made in Heaven avec Zoya Akhtar. Et il a également travaillé sur un film de Anurag Kashyap qui s'appelait Ugly, qui, comme son nom ne l'indique pas, était plutôt joli visuellement. Au montage, on a Nitin Baid qui est le collaborateur régulier de la réalisatrice. À la musique, on a des grands superviseurs de musique indienne, puisqu'on est dans un film musical, donc c'est assez important. Tous les films de Bollywood ou produits en Inde, parce qu'on dit même plus vraiment film de Bollywood, maintenant on parle de cinéma indien. Dans tous les films du cinéma indien, il n'y a pas forcément des numéros musicaux, mais il y en a quand même très souvent. Et là, par contre, on peut dire que c'est vraiment un film musical avec beaucoup de numéros musicaux. Donc à la musique, on a Shankar Mahadevan, Loy Mendonça et Ehsan Mourani, qui sont un peu des rockstars, des superviseurs musicaux à Bollywood, puisqu'ils ont travaillé sur des grands classiques qui sont New York Masala et My Name is Khan. Et on a également Ankur Tewari, qui est un collaborateur régulier de la réalisatrice aussi. Et alors, plus étonnant, un groupe chypriote de rock qui a fait l'Eurovision en 2010. Car on va le voir, le film a des petites teintes rock dans sa musique. Donc ça, c'était... J'ai vu le nom, j'ai fait mais attends, mais je connais ça sort d'où? Alors un espèce de nom qui revenait d'outre-tombe comme ça. Au casting, on a principalement des acteurs qui sont dans leur premier rôle. On a Agastya Nanda, Kushi Kapoor, Suhana Khan et également un acteur un petit peu plus connu qui avait déjà été dans Made in Heaven, qui est Mihir Raja. Pour un film indien, c'est plutôt court, ça dure 2h30. Nam, est-ce que je te laisse faire le pitch Qu'est-ce qu'on peut dire sur The Archies? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quelle est l'originalité de ce projet? Alors, déjà, l'originalité de ce projet, c'est que c'est une adaptation de Archie's Comics, qui a donné du coup Riverdale récemment. C'est pour ça qu'il y a écrit Riverdale en gros sur l'écran. Riverdale de Netflix, c'est une adaptation extrêmement libre. Oui, voilà. En fait, Archie Comics, c'est une histoire à la base où c'est plutôt un peu des scènes de vie un petit peu adolescentes. Et Riverdale, ça avait un take un peu Twin Peaks là-dessus. Et moi, quand j'étais jeune, et sans doute toi, quand t'étais jeune aussi, Nam, il y avait une série, je sais pas si tu t'en rappelles, sur M6, un dessin animé qui s'appelait Archie Mystère et compagnie. Et bah, c'était adapté d'Archie Comics avec les personnages. Et c'était un univers fantastique où ils traquaient des loups-garous, des fantômes, ce genre de trucs, quoi. Et pour la petite anecdote, Sabrina l'apprentie sorcière vient aussi d'Archie Comics à la base. Tout à fait. Et a eu exactement le même traitement sur Netflix, c'est rigolo. Voilà. Et il y a même un crossover avec, oui. avec Riverdale sur Netflix. Parce que c'est le même producteur qu'ils ont pour les deux projets. Et donc là, Archie Comics arrive en Inde, donc. C'est ça. Et donc en fait, alors, le film se passe en Inde, dans une ville qui s'appelle Riverdale en Inde, qui a été construite par les Britanniques. Et restent dans cette ville les descendants des métis britanniques et indiens qui vivent encore là. Et donc ça se passe dans les années 60, fin des années 60, seconde partie des années 60 peut-être. Je crois que j'avais vu la date, il me semble qu'à un moment il y a la date qui est écrite au tableau et c'était 64 il me semble. D'accord. Mais donc, début des années 60. J'ai vu un truc comme ça. Et en fait, ça nous montre du coup. Alors, ce qui est plutôt original, c'est que c'est vraiment une adaptation d'Archie Comics, même dans les intrigues ou dans les interactions entre les personnages. Fait qu'on va vraiment avoir des romances à l'occidental, mais jouées par des Indiens. Donc, c'est plutôt inhabituel. Et donc, on a vraiment une histoire à l'occidental qui est pas du tout inspirée des mythes et des histoires types indiennes qu'on a l'habitude de voir.
Donc c'est déjà une grosse originalité du film par rapport à tout ce qu'on peut voir habituellement. Donc l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est Veronica qui revient en ville avec sa famille. Comme à chaque fois que c'est une des... Riverdale, le début c'est pareil, hein, c'est Veronica qui débarque à Riverdale avec sa famille aussi. D'accord. C'est, Et, elle vient de Los et- Angeles et elle arrive dans la petite ville. d'accord. Sauf que Bah, là, elle du coup, revient. c'est pas... Alors que c'est vrai là, que dans c'est pas un Riverdale, elle là, débarque, alors que là, elle revient. ouais. Mais là, elle revient d'Angleterre. Voilà, c'est C'est ça. en Angleterre qu'elle était. Et Angleterre qui du coup dans ce film est un peu le symbole de la modernité qu'ils n'arrêtent pas de citer et de prendre en exemple. Et également le Londres, c'est l'horizon, l'avenir, le grand inconnu, le nouveau départ, tout ça. Et donc mais du coup, Veronica et sa famille reviennent, ils sont riches. Oui. Veronica, elle aime bien Archie. Archie, il aime bien Veronica, mais Archie, il aime bien aussi Betty, Voilà. qui est sa voisine et également amie d'enfance. Sachant que Archie est déjà sorti avec Veronica et ils vont commencer Archie va commencer à flirter avec les deux. Et pendant ce temps, t'as le père et la mère de Veronica qui sont en train de racheter la ville pour la changer, la moderniser et ramener des touristes et du pognon parce que le Le, pognon c'est important. le même plot qui est repris dans Riverdale, hein, parce qu'il y a aussi ce triangle amoureux. Et de toute façon, le triangle amoureux Archie, Veronica, Betty, c'est vraiment la base de Archie Comics et des intrigues. Et effectivement, les parents Lodge de Veronica qui essaient de faire des promotions immobilières, ça c'est un grand classique aussi. Le film donc commence par cette espèce d'introduction que j'ai mis à l'écran, assez jolie, qui est fait un peu avec des collages, quoi, et qui va effectivement nous expliquer comment Riverdale s'est retrouvé propulsé en Inde. Pour ceux qui ont vu Spider-Man Across the Spider-Verse, il y a une version indienne de Miles Morales, Peter Parker. Et ben voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est le Riverdale multiverse. Riverdale a été créé en Inde, donc voilà, avec ces effets de collage qui donnent un ton tout de suite assez sympa et qui donnent un peu l'élégance du film. Comme je l'ai dit, c'est un film musical, donc ça c'est aussi important. Dans Riverdale, en tout cas, c'était important au début. La partie musicale, ça a été un petit peu abandonné par la suite, même s'il y a toujours eu des épisodes musicaux. Mais Archie, c'est un personnage qui fait un peu tous les métiers, mais qui a un peu rêve d'être musicien. Donc il a son petit groupe qui s'appelle The Archies. Betty et Veronica, donc Veronica qui a le bandeau et Betty qui a la frange au fond. Également, on va retrouver un lieu emblématique de Archie Comics, c'est Pop Tate's, qui est le diner où on mange des burgers. Et c'est là où on voit tout de suite qu'il y a un mix qui s'opère entre vraiment une esthétique américaine des années 50-60 et le monde indien, où on va voir des personnages indiens, déjà des acteurs indiens, qui vont se balader parfois en tenue traditionnelle, et aussi où il va y avoir une végétation qui vont correspondre à l'Inde, quoi. Il va y avoir des palmiers, ce genre de choses, donc on est vraiment complètement décalé de ce point de vue-là. Et on peut voir aussi que les couleurs sont bien pétantes. Ouais. Ça, c'est visuellement dans le film, c'est quelque chose qui va vraiment ressortir. Même si tu as le côté un petit peu... les couleurs sont toujours... alors, elles sont toujours très marquées, c'est-à-dire tu as beaucoup de couleurs différentes, mais comme on peut le voir sur les costumes, c'est toujours un peu marqué, quoi. Un peu passé, un peu délavé, quoi, tu vois, pour donner le côté un peu rétro. Donc ici, nous avons Jughead Jones, qui est un des personnages, sans doute le meilleur personnage d'Archie Comics, qui est l'un des meilleurs amis d'Archie, et qui travaille donc à Pop State, et qui a la réputation donc de manger plus de burgers qu'il n'en sert, en tout cas. Les parents de Veronica, voilà, qui font leur petit business hôtelier. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du scénario, donc là, des enjeux du film, c'est qu'ils veulent construire un hôtel dans la ville, comme tu l'as dit, et ils veulent le faire à la place du parc de la ville. Parc de la ville dans lequel ont été plantés des arbres à la naissance de chaque enfant. Donc ils ont une espèce d'attache émotionnelle à ce parc-là. Voilà. Et donc, film musical oblige et film musical tourné en Inde oblige. On va avoir donc beaucoup de numéros musicaux. Faut dire qu'il y a beaucoup de chansons dans le film. Il y en a au moins une vingtaine, je pense. Et avec des chorégraphies qui sont dans la tradition bollywoodienne, pour le coup, avec beaucoup de figurants et un accent qui est mis sur la synchronisation des participants, quoi. Oui, mais par contre, c'est des mouvements inspirés des danses populaires des années 60. Oui. Donc voilà, c'est très ringard hein, comme danse, mais c'est rigolo, c'est très sympa à suivre. Et les musiques, je sais pas ce que t'en penses,
Moi, les mettrais pas dans mes playlists, mais j'ai trouvé ça sympa. Ça faisait le taf. J'ai trouvé ça sympa, il y a un côté un peu rétro, un peu rock qu'ils ont essayé d'amener du côté 50-60. Il y a aussi quelques ballades. Et les ballades, moi, c'est un petit peu moins mon truc, mais je dois dire qu'elles sont déjà pas très longues. Et en plus, c'est souvent l'actrice qui joue Betty qui les chante. Et elle a une très belle voix. Vraiment, elle chante extrêmement bien. Et donc, en fait, c'est très joli. Et en général, c'est aussi un mix qu'il faut dire à la fois dans la manière dont ils parlent. Alors déjà, dans les films indiens en général, on les entend toujours dire des mots en anglais. Parce que dans l'indien qui est parlé au quotidien, ils utilisent souvent des mots anglais. Mais là, il y a vraiment un mix qui est encore plus marqué, avec des moments où ils parlent vraiment en anglais et ils switchent après en hindi, je suppose. D'ailleurs, j'ai pas vérifié cette info. Oui, oui. Mais surtout qu'en plus, il y a certains personnages, tu comprends qu'ils viennent d'Angleterre et du coup, ils parlent anglais et ils apprennent l'indien. Donc tu as aussi voilà, ce jeu-là qui est fait au niveau de la langue. Et qu'on retrouve aussi dans les chansons où les refrains vont souvent être en anglais et les couplets en hindi du coup. Alors déjà, je pense qu'on pourrait adresser quand même le fait de qu'est-ce que ça veut dire que de décaler comme ça un monde américain des années 50 en Inde. J'ai essayé de réfléchir à s'il y avait d'autres exemples de films qui reprenaient l'esthétique des années 50 américaines et qui le transposaient dans un endroit où ça n'a rien à faire là. Et en fait, j'en ai trouvé un, mais alors c'est un très mauvais film, malheureusement. C'était une comédie de Canal+, qui s'appelait Foon, F2ON. Alors en fait, Canal+, après les Robins des Bois, ils avaient un groupe d'humoristes qui s'appelait Les Quiches, qui n'ont pas fait un grand succès. Et ils avaient fait un teen movie, une espèce de parodie de teen movie américain, dans l'univers des années 50, un peu à la Grise, tu sais, ils avaient tous des bananes, des blousons en cuir, ce genre de trucs. Il y a aussi peut-être éventuellement Steak de Quentin Dupieux, où il y avait un peu cette esthétique américaine qui était ramenée, où ils avaient tous un peu des boomers américains, ce genre de trucs, d'école et tout ça. C'est vrai que déjà le projet est assez original en soi. Et alors déjà je me suis demandé pourquoi ils l'ont fait. Et en fait je suis tombé sur une interview de Jatin Verma, qui est la responsable du Comic Con en Inde. Et elle a dit qu'en fait en Inde, dans les années 80-90, il y a vraiment des BD occidentales qui ont commencé à débarquer. Et qu'en fait les seuls BD qu'ils avaient à ce moment-là, c'était Archie Comics pour les Américains et Astérix et Tintin. Ce qui m'a amené à appeler de mes voeux une adaptation d'Astérix en Inde. Parce que je pense que le réalisateur de La Légende de Baoubali devrait faire un Astérix. Je pense que c'est très très important. Mais même en vrai, juste un Tintin indien, ce serait trop cool. Alors ça c'est pareil, sur Twitter j'ai recommandé, du coup, si vous voulez une pseudo-adaptation de Tintin en Inde. En tout cas il y a beaucoup de références à Tintin qui sont faites dedans. Vous pouvez regarder un film qui s'appelle La Forteresse d'Or de Satyajit Ray, avec une aventure d'un gamin et on voit des super beaux paysages, on va dans les temples indiens, etc. Et le gamin est fan de Tintin, donc il y a un truc un petit peu comme ça à l'intérieur. Et donc du coup ce qu'elle expliquait dans l'interview, c'est que en fait, donc Archie Comics a représenté un peu le mode de vie occidental en Inde, et les jeunes Indiens de l'époque se projetaient un petit peu là-dedans. Et en plus, comme c'est arrivé un petit peu tardivement dans le pays, c'était aussi au moment où débarquait MTV et tout un tas de Cartoon Network, enfin tout un tas de chaînes américaines auxquelles ils ont pu avoir accès. Et donc du coup, c'est quand même assez associé à un certain le scénario de vie à l'American Dream, quoi, le scénario de vie à l'américaine, qui reprend ça. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que très souvent, quand on fait des comédies et des teen movies un peu rétro, il y a souvent un peu ce risque. Et d'ailleurs, il y a un peu ça dans les adaptations d'Archie Comics ou dans les Archie Comics un peu plus récents, un petit peu le risque du c'était mieux avant. Et alors, eux, ils inventent un nouveau truc, c'est le c'était mieux ailleurs. C'est-à-dire, finalement, on va essayer de se projeter un petit peu comme ça. Après, ce que ça crée au niveau de ce monde-là, moi je trouve ça hyper... enfin je sais pas ce que tu en as pensé, moi j'ai trouvé ça en fait hyper rafraîchissant. Et j'ai aussi trouvé que c'était une manière d'adresser un passé colonial avec un autre angle qui est plus un angle presque nostalgique, mais en tout cas de se réapproprier d'une certaine manière de bons côtés du mode de vie occidental. Et moi j'avais jamais vraiment vu ça dans un film, donc j'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant. Bah oui, surtout que... bon. Après, bon, là, on est quand même dans un univers à la Archie Comics, donc tous les personnages, tous les protagonistes sont de la classe moyenne américaine, ou des très riches. Voilà, il n'y a pas de pauvres dans ce monde idéal, parce que c'est quand même une histoire sur un monde qui n'existe pas. Oui, c'est ça, une espèce de conservatisme d'un monde rêvé qui, de toute façon, n'existe pas et n'a jamais existé. Ce qui est assez particulier. Et en même temps, pendant le film, comme tu disais, ils en profitent pour parler du passé colonial, sachant qu'il y a aussi un côté assez... il
il y a une revendication, on va dire, des personnes d'origine britannique et indienne à exister en Inde. Alors je sais pas c'est quoi du tout, c'est quoi leur statut en Inde, parce que là-bas c'est un peu compliqué le système de caste et tout. Mais est-ce que ce métissage peut leur poser des problèmes ou pas en Inde, j'en ai aucune idée. Et malheureusement, ça m'étonnerait pas, et notamment parce que ce film a ce discours-là, que c'est quelque chose qui a été, comment, où ils ont senti le besoin de le dire en tout cas, sachant que ça se voit que tous les acteurs ils sont pas que indiens d'origine, on a quand même quelque chose qui a été assez travaillé à ce niveau-là. Oui, d'ailleurs, là, sur l'image, on voit qu'il y a même quelques Européens. Il y en a notamment un sur le côté avec un polo. Il y a d'autres, effectivement, personnages. Aussi, je me demandais à quel point le film aussi peut adresser le monde actuel en Inde. C'est-à-dire que le monde indien, comme tous les pays du monde, a été impacté par le modèle de vie américain. Et en fait, cette manière de mettre ça dans le passé permet quand même de parler du monde actuel et des problématiques actuelles, et notamment de toutes les problématiques, effectivement, du féminisme. Enfin, on verra, le film, il a quand même des propos politiques un petit peu par moment. J'ai avancé un petit peu. Il a même une chanson politique. Oui, que j'ai mis un screenshot parce que j'ai assez halluciné. Donc voilà, donc ça c'est les fameux arbres, donc effectivement c'est les arbres où ils font les endroits romantiques. J'ai aussi mis cette image là pour vous montrer quand même qu'il y a une attention qui est portée à la photographie et une certaine sophistication en tout cas de la photographie dans le film, et même du production design en général, tout ce qui va être costume, décor, etc. C'est quand même c'est très riche, très fastueux quoi. Ah oui, et puis le film est très bien mis en scène, c'est très bien rythmé aussi, les 2h30 sont passées super vite, je sais pas ce que t'en penses. Alors moi j'aurais peut-être une réserve. Là on est sur un grand classique du teen movie, hein. C'est-à-dire on a parlé de Bottoms l'autre jour, et là on retrouve les lieux du teen movie, donc on retrouve effectivement le gymnase avec des espèces. Alors c'est pas les Pom Pom Girls, coup là c'est le roller avec une très belle chorégraphie en roller. Moi j'ai une petite réserve sur le scénario, dans le sens où il s'agit juste d'un groupe d'étudiants qui vont se battre pour sauver le parc de leur ville, et ça c'est vraiment le scénario de base d'un teen movie très... c'est presque banal par moment le scénario. Et je trouve que l'attache émotionnelle qu'on peut avoir par rapport à ce scénario est quand même relativement limitée. Après, on s'attache quand même à ces nouvelles versions des personnages assez rapidement. Et effectivement, comme tu le disais, c'est très rythmé. Il y a beaucoup de décors, on passe d'un numéro musical à l'autre. Il y a toujours une ambition, quoi. Parce que faire une chorégraphie avec des rollers, finalement, c'est pas évident à mettre en scène et tout, hein. Donc il y a quand même une espèce d'envie de faire comme... des morceaux de bravoure qui fait qu'effectivement on s'ennuie pas du tout. Moi je me suis pas du tout ennuyé pendant le film. Non seulement il y a beaucoup de morceaux de bravoure, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de morceaux musicaux avec des chorégraphies assez compliquées. Et il y en a beaucoup dans le film. Des trucs avec des plans de séquence où tu changes de point de vue et tout. C'est assez dingue. Et en plus, je crois que le tournage s'est déroulé assez rapidement. Donc ils ont dû avoir une pré-production et une préparation assez dingue pour arriver sur les plateaux, et que tout le monde connaisse déjà les chorés, et puis c'est parti quoi. Ce qui explique sans doute qu'il y ait beaucoup d'acteurs débutants aussi, parce qu'à mon avis il y a eu un travail de préparation important en amont. Après le côté débutant, c'est peut-être aussi parce que tout simplement il coûte moins cher. Oui aussi, hein, ça c'est possible. Puis il fallait aussi des gens qui correspondaient un petit peu au morphotype attendu. Même si Archie est censé être roux, là lui ont fait des petits reflets, mais ils n'ont pas réussi à faire beaucoup plus que ça. Aussi là j'ai mis... pas le teint en blond, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai mis cette image-là parce qu'il y a aussi un personnage qui m'a semblé intéressant dans le film et qui est un petit peu en fil rouge. C'est le personnage de Dilton Doyle, alors qu'en fait, ils ont mixé deux personnages ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mixé Kevin Keller et Dilton Doyle. Dilton, normalement, c'est un petit peu le nerd, un peu geek. Et Kevin Keller, c'est un des meilleurs amis d'Archie, qui, dans le canon de Archie Comics, est le premier personnage qui est devenu le personnage homosexuel, en fait. Comme c'était un personnage qui n'avait pas... énormément d'intérêt en soi, ils ont trouvé ça pour le relancer et lui donner un petit peu d'intérêt. D'ailleurs, il a un traitement assez désastreux dans Riverdale, ce personnage-là, malheureusement. Et là, donc du coup, ils ont mixé les deux, et donc il y a quand même tout un propos sur donc ce personnage qui est vraiment queer-codé, toujours parmi les filles, et c'est clairement, il est ouvertement gay dans l'histoire. Je sais pas du tout à quel point c'est subversif de faire ça dans un film indien, parce que je sais pas du tout quel est le statut de l'homosexualité en Inde. Après, je pense que voilà, il y avait la volonté de vraiment coller au
aux médias d'origine de reprendre vraiment ce personnage et de l'assumer en tant que tel. Donc ça, c'était plutôt bienvenu, et je trouve que c'est un personnage plutôt intéressant dans le film qui apporte beaucoup une espèce de singularité, et puis on évite quand même les clichés du personnage qui doit faire son coming out, qui est un peu renfermé. De toute façon, le film reste toujours assez wholesome de ce point de vue-là. C'est juste de la représentation, mais de la représentation bien faite, parce qu'on dit souvent... on peut lire dans une certaine sphère sur les réseaux sociaux que Netflix met toujours des gays dans ses histoires, mais des fois ça paraît forcé, là ça ne l'est pas du tout, et on sent que c'est vraiment bien intégré à l'histoire, quoi. Et puis ouais, je trouve ça très bien la manière dont ils ont fait parce que bon, dans tout le film, voilà, tu sens bien que, comme tu dis, il est cuir codé. Ouais. Et t'as un passage qui aurait pu être un passage de coming out qui au final n'en est pas un. Ouais. Que j'ai trouvé très bien fait. Assez tendre, ils prennent le temps de poser le personnage, de poser les trucs. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, ils font une espèce d'action en vérité, et en gros, le groupe d'amis a bien compris qu'il était gay, et donc du coup, ils lui disent vérité, et ils lui demandent de révéler un secret, dans l'espoir qu'ils le disent, et qu'eux, ils disent, bah ok, on n'a pas de problème avec ça, quoi. Et finalement, lui... a quand même un poids, et c'est pas le moment, et en fait il respecte ça, donc j'ai trouvé ça plutôt bien vu. Voilà, donc Archie va mener la rébellion contre la construction de cet hôtel au milieu du parc. Ça ne se fera pas sans heurts, parce qu'au début Archie, donc là c'est quand même la première scène où il dit mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de tous être amis et de passer par la discussion, et donc du coup s'ensuit un petit peu un désaveu de la part de ses amis qui aimeraient des actions un petit peu plus radicales, et là le film prend effectivement un tournant un petit peu plus politique. Alors là on voit pas ce qui est écrit en bas, mais en gros les paroles de la chanson c'est tout dans la vie est politique, et donc il faut une grande chanson pour expliquer à Archie, arrête d'être apolitique et donc de droite, il va falloir que tu comprennes que tout dans la vie est politique, et donc il faut se positionner. Mais oui, ça je m'y attendais pas du tout. Le film prend un tournant politique et social, avec même des actions populaires qui sont engagées. Alors on reste dans des trucs très cadrés au niveau de la loi et tout. Voilà, ils vont pas faire péter des bombes, on est dans Bottoms. Mais quand même, mine de rien, très étonnant. Très étonnant. On a l'impression d'être tombé dans un film situationniste avec des inspirations marxistes à ce moment-là, et effectivement c'est très bienvenu, parce qu'en fait il y a vraiment un propos qui pour moi il y a un vrai engagement politique dans le film, et qui encore une fois est fait de manière très intelligente. Puis même c'est quand même un monde où les méchants entre guillemets en vrai c'est quand même des gentils, et puis ils vont respecter les règles, et voilà. Donc on est quand même voilà, ça reste c'est plein de bons sentiments, on va dire comme ça. Donc du coup on avance dans cette histoire, donc avec les personnages, on retrouve les looks un petit peu iconiques, notamment ils ont des petits blazers d'étudiants Riverdale. Bon voilà, ils en ont fait un aussi avec un grand R dessus. Voilà, toujours cette idée d'aller parmi les arbres, on va voir leur attachement à cet endroit-là. Comme on va dans le film quand même avoir certains lieux qui vont être bien marqués. Donc on a quand même le parc, le gymnase, la rue marchande, ce genre de choses. Donc on a quand même des espaces... D'ailleurs, à noter, je me suis posé la question en regardant le film, d'où est-ce que c'était tourné ? Parce que on dirait vraiment ça aurait pu être tourné en Angleterre, vu certains décors. Et non, ça a bien été tourné en Inde, donc dans des anciens quartiers coloniaux, j'imagine. Ou peut-être en studio, attends, je vais vérifier cette information. The Archies a été tourné... Alors, apparemment, ça a été aussi tourné en partie à l'île Maurice. Ah, d'accord. Ce qui expliquerait le côté très palmier et tout ça. L'ambiance un peu Paul et Virginie qui sort du film. Sinon, ça a été tourné dans le... Bombay aussi. Ouais, Bombay, effectivement. Le sud de l'Inde, dans une ville qui s'appelle Ooty, et donc sur l'île Maurice. Je sais qu'il y a pas mal de tournages qui se font sur l'île Maurice, mais c'est intéressant de voir, peut-être justement pour avoir de l'architecture plus européanisée, ils se sont dit tiens, on va aller à l'île Maurice, donc du coup il y a peut-être, voilà, on a aussi un petit côté français dans le film alors, finalement. Donc voilà, on va aussi avoir le car scolaire avec Betty qui fait son solo, donc comme je dis, pour moi c'est elle... De toute façon, comme dans Riverdale, c'est le personnage qui brille le plus, hein, moi je trouve. Betty, c'est vraiment
un personnage d'ailleurs qui est un petit peu révisité, parce qu'avant c'était un petit peu la copine un peu nunuche, pendant que Véronica était la copine un peu badass, et donc Betty a un petit peu un retour en grâce sur les dernières adaptations, et c'est très bien. Voilà, donc très drôle de voir ce Riverdale High School avec vraiment une architecture coloniale, un palmier, c'est c'est très amusant. D'ailleurs, au Euh, final, on a vu assez peu de passages dans l'école, tant que j'y pense. Ça se passe très dans la ville. oui, à part les parties au gymnase et une partie avec les cours, notamment avec Ouais. Miss Grundy, hein, qui n'a pas le même take que dans Riverdale, puisque dans Riverdale, le début de la saison 1, c'est Archie qui a une relation avec sa prof qui s'appelle Miss Grundy. Bon, la Miss Grundy, elle a plutôt D'accord. l'âge d'être sa grand-mère, je pense. Donc voilà. Et Bizarre. aussi, alors très étonnant dans un film indien, on a des scènes de Noël avec des installations de sapins de Noël, donc vraiment quelque chose de très occidentalisé, même si bon là on voit deux bonnes sœurs, mais le côté religieux est pas forcément du tout prégnant, mais bon c'est très marrant de voir euh, Mm. de voir un film indien de Noël, quoi, parce que je crois pas que j'avais déjà vu ça avant. Euh, voilà effectivement le grand dilemme entre Archie qui peine à choisir entre Betty et Veronica, qui dans les dernières adaptations aussi a été dénormalisé, quoi. C'est-à-dire on arrête de lui dire que c'est totalement normal qu'il hésite entre deux filles, et les deux filles lui disent bah écoute, tu sais quoi, nous on va rester copines, puis toi tu vas rester un petit peu dans ton coin, quoi. Euh, donc ça c'est un petit Oui, peu... c'était, je trouve que c'était une bonne conclusion à cet arc. Oui, Je voyais oui. pas trop où il pouvait partir. Et puis au final, il en a aucune, et c'est très bien. Voilà, ce qui est une meilleure adaptation que dans Riverdale où il passe son temps à passer de l'une à l'autre au gré de l'envie des scénaristes et des fanfictionneurs. Et voilà, donc à la fin, il va y avoir le grand rassemblement pour sauver le parc. La conclusion pour moi n'est pas vraiment un climax, c'est-à-dire que bon, on sait qu'ils ont... Il n'y a pas vraiment... de toute façon, le film ayant un ton assez wholesome tout du long, il y a très peu d'obstacles. Il rencontre très très peu Oui. d'obstacles. Des fois, ils se disputent un petit peu, mais souvent, ils règlent les problèmes en parlant assez rapidement. Et donc, finalement, leur réunion et leur pétition va suffire à annuler la décision des promoteurs de détruire le parc. Bon, ce qui fait que le film n'a pas vraiment de montée en puissance pour moi. Mm. C'est-à-dire, même au niveau des numéros musicaux, etc., on aurait pu s'attendre à un très gros numéro à la fin, c'est pas forcément le cas. C'est à peu près équitablement réparti. Bon, après, c'est pas non plus dramatique, mais c'est vrai que sur la fin, on se dit, bon, il est temps que ça s'arrête, quoi. C'est-à-dire, Oui, oui. on arrive à la fin de l'histoire. Et d'ailleurs, il ne s'apesantisse pas sur la conclusion, c'est assez vite expédié. Voilà, bah, sinon, en résumé, bah, pour moi, c'est en fait, pour quelqu'un qui connaîtrait pas Archie Comics, paradoxalement, je trouve que c'est une bonne adaptation de la dimension la plus classique des aventures d'Archie, qui permet justement après peut-être d'aller découvrir le comics, d'aller découvrir un petit peu la réinvention qui en a été faite récemment, qui est un petit peu plus moderne, d'aller découvrir Riverdale à vos risques et périls. Vous pouvez vous arrêter à la saison 2. Euh, Même arrêtez-vous à la saison 2, je vous en supplie, ne faites pas comme moi, ne développez pas un syndrome de Stockholm. Euh, et voilà, mais je me demande ce qu'il y aura par la suite pour cet univers, mais en tout cas c'est un univers qui reste très attachant. Et ce film-là est d'autant plus attachant qu'on sent que ça a été fait vraiment avec du cœur, un certain budget, un professionnalisme, qui fait que c'est pas du tout un film de seconde zone. Et c'est même sans doute plus intéressant que ce qu'une adaptation américaine en aurait fait par le sous-texte politique qui est amené plutôt subtilement dans l'œuvre. Bah non, bah je suis d'accord, j'ai rien à rajouter. C'était très sympa, j'ai passé un bon moment et franchement, ouais, ça peut valoir le coup d'être vu. Voilà. Voilà, N'hésitez pas. original. Si en tout cas vous avez la curiosité d'y aller, je pense que vous passerez un bon moment. Après, c'est pas le film du siècle du fait que bah, ça Non. réadapte une histoire qui est bien connue, quoi. Donc c'est pas non plus un monument d'originalité incroyable, mais tout est bien fait et tout est plutôt appréciable. Alors, les recos. Oui, alors du coup, moi je me suis dit, alors je me suis creusé la tête hein, pour le trouver. Euh, je me suis dit, il fallait un film musical déjà. Alors déjà, ça c'était compliqué, ça réduisait vachement mes choix. Et de préférence, un style musical, avec un film musical avec un style rétro des années 60. Et j'en ai trouvé un, qui est en plus un petit projet très sympathique qui vaut vraiment le coup d'être vu. C'est Ongaku Notre Rock, film d'animation japonais, ou avec un... Alors c'est plus fin des années 60 que début des années 60 comme là, mais ça reste des années 60. Et c'est un film d'animation avec des jeunes qui ont fait un groupe de musique. Voilà. Et c'est un film qui a été fait par un gars tout seul.
Et Oui. donc c'est un petit projet mais qui a beaucoup de cœur et beaucoup d'ambition et que j'ai découvert grâce à Nam qui me l'avait recommandé. On en avait parlé dans la troisième rangée et je le recommande aussi. Vraiment un très chouette film sur effectivement avec cette vibe un peu rétro. Moi de mon côté, comme d'habitude, j'ai deux recommandations car je ne sais pas faire simple. La première, c'est l'histoire d'un personnage qui va regarder une sitcom des années 50 à la télé et qui va se retrouver projeté dans ce monde idéal, ce monde de sitcom en noir et blanc, et où il va être le seul personnage en couleur. Ce film s'appelle Pleasantville. Ça a été réalisé par Gary Ross et c'est avec Tobey Maguire. Et c'est un film très très chouette qui reprend un petit peu ce côté utopie perdue, un peu monde fantasmé, parce que il ne fantasme pas le monde des années 50, il fantasme vraiment cet univers de sitcom-là en particulier, quoi. Donc un film très chouette. Et j'ai cherché aussi un teen movie musical, savoir s'il y en avait un qui m'avait bien plu récemment. Et j'ai retrouvé un film qui a aussi une teinte un peu punk rock pour le coup. Et ça s'appelle Sing Street. Et c'est un teen movie irlandais avec des ados qui décident de monter à un groupe de rock pour jouer au bal de fin d'année. Et très très sympa, très très plein de cette énergie-là, à la fois l'énergie adolescente et en même temps l'énergie du rock, ça va très très bien ensemble comme d'habitude. Et en même temps, pas du tout passéiste, très moderne dans sa manière de s'approprier ça et ce style-là. Et en plus, avec du fait que ça se passe en Irlande, un côté très authentique et très sympathique qui change des teen movies américains qui sont toujours un peu sur la même formule. Voilà. Du coup, merci à vous de nous avoir suivis pour ce segment. On enchaîne sur un autre segment tout de suite après, puisqu'on a un deuxième film, et on va parler de Naga, un film saoudien. Si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, merci d'être arrivé au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à en parler autour de vous. En tout cas, ça nous fait bien plaisir. À bientôt pour de nouvelles actualités streaming.